Monsieur Morin, nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous. Je sais que Stéphanie a beaucoup échangé avec vous pour organiser cet échange. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans notre métier, vous êtes vraiment une référence pour nous. Une référence parce que grâce à ce que vous avez élaboré, clarifié autour de la complexité, nous avons pu nous bâtir notre métier pour accompagner les organisations et l'évolution de la société. Donc vous êtes vraiment un référent pour tous les coachs professionnels. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes si touchés de vous accueillir aujourd'hui et de partager avec vous votre pensée, vos approches et comment nous pourrions contribuer encore mieux à permettre à chacune et chacun dans la société de trouver sa place, de contribuer, de se sentir acteur de ces évolutions, de se sentir acteur de cette complexité qu'il s'offre à eux. Donc merci beaucoup pour ce temps d'échange avec vous. Je voudrais vraiment vous remercier, Monsieur Morin. Je suis très émue et c'est vrai que ça a été compliqué. La complexité, nous l'avons vécue en tout cas dans nos échanges. Mais je suis vraiment très heureuse et très émue de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence et cette interview. Au nom de toute l'équipe colloque, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir au 16e colloque de l'EMCC. Pour bien resituer le contexte de cette interview pour nos spectateurs, chaque année nous organisons un colloque avec des dirigeants d'entreprise, avec des philosophes, avec des chercheurs, avec des consultants. Il y a 3 ans, nous avions imaginé un titre sans savoir que ça allait être autant d'actualité, qui était « De l'infiniment petit à l'infiniment grand vers une conscience planétaire partagée ». Et nous ne nous attendions absolument pas à vivre en direct, quelque chose de cet ordre l'année suivante, qui fait que nous avons dû reporter le colloque à cause de la crise sanitaire et du coup vivre en réel ce que le choc de la Covid-19 a créé à travers le monde. Donc cette interview a encore plus d'importance pour nous puisqu'elle est au cœur de l'actualité. On vous propose de commencer votre conférence si ça vous convient. C'est parti. C'est parti. Bon. Alors, je ne peux pas m'empêcher de commencer par Pascal, par le texte de Pascal sur les 2 infinis, qui déjà, en quelque sorte, nous introduit pleinement dans le sujet. Et je vais me permettre de vous lire le début de ce très beau texte de Pascal. « Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent, qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe très délicate à l'égard de celui que les astres qui roulent dans le firmament embrassent. Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre, elle se laissera plutôt de concevoir que la nature de fournir
Tout ce monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Enfin, c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée, que l'homme, étant revenu à soi, considère qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme égaré dans ce contenant détourné de la nature, et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes, et soi-même sous juste prix. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini? Et vous savez que Pascal continue, cette fois en considérant l'infiniment petit, et là il imagine ce qu'il appelait à l'époque les sirons, c'est-à-dire la plus petite chose qui puisse être conçue, lui-même pouvait être un univers et constituer un monde qui lui-même constituant d'autres mondes. Et il conclut en disant « Il n'admirera que notre corps, qui tantôt n'était pas perceptible dans l'univers, imperceptible lui-même dans le sein du tout, soit à présent un colosse, un monde, ou plutôt un tout, à l'égard du néant où l'on ne peut arriver. » Je pense que ce texte est même prémonitoire de l'astrophysique contemporaine, mais laquelle va apporter des modifications et des précisions à la vision pascalienne. Car Pascal parlait de deux infinis. Or, aujourd'hui, il est très difficile de parler d'infini, étant donné qu'on peut penser que notre univers a un commencement, qu'il est lui-même limité, qui s'étend évidemment d'une façon extraordinaire, qui se dilate, mais que peut-être il a une fin. Donc, voici, si vous voulez, la question intéressante, c'est qu'effectivement, l'astrophysique a déterminé des distances énormes, considérables entre les constellations. Nous avons 13 milliards d'années-lumière de distance entre le début de l'univers et notre situation. Nous avons une extension incroyable de cet univers qui ne cesse de se dilater. Et donc, c'est vrai que nous sommes effectivement dans une petite planète de banlieue, d'un soleil lui-même extrêmement périphérique, dans une constellation elle-même qui se trouve parmi d'autres, sans grand éclat, dans un univers comportant des astres énormes, des trous noirs, etc. Donc, effectivement, nous sommes devant cette situation. Mais, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cet univers qui devient de plus en plus gigantesque, si l'on considère ce que les astrophysiciens présument actuellement et qu'on appelle par cette image Big Bang, c'est-à-dire un événement singulier de caractère explosif, calorifique inouï, une véritable équivalent d'explosion, et dans lequel, effectivement, vont se constituer dans un bouillon incroyable les éléments de la matière et puis les photons et la lumière, mais qu'à l'origine, cet univers gigantesque était lui-même déjà extrêmement petit. Et voilà, autrement dit, l'extrêmement grand lui-même a une origine extrêmement petite. Et on peut se poser aussi, on s'est posé la question, mais s'il apparaît brusquement, mais il sort d'où?
Et là, on voit les difficultés ou même les incapacités de notre logique à concevoir. Est-ce que cet univers sort du vide? Mais alors, comment du vide peut naître la matière? Alors, certains astrophysiciens disent que ce vide contient des énergies potentielles infinies. Alors, ce vide n'est plus vraiment un vide, même s'il contient des énergies virtuelles infinies qui, justement, à l'occasion d'un événement étrange, vont susciter cette explosion du Big Bang. Et que peut-être ce pré-univers, ce vide, cette chose, continue à exister. Vous savez que certains astrophysiciens imaginent que sans arrêt, comme des bulles de champagne, les univers naissent et meurent. Très rares sont les univers viables qui peuvent durer, comme celui dans lequel nous sommes. Alors, voilà, la première réflexion nous amène surtout à concevoir ce problème clé de la complexité, c'est-à-dire on est, pour des raisons à la fois très rationnelles, on arrive à des contradictions logiques. Qu'est-ce que ça veut dire un univers qui sort du néant? Qu'est-ce que cet univers, un vide qui a des énergies? Voilà, donc, si vous voulez, bien que les astrophysiciens n'aient pas grande conscience de l'épistémologie sous-jacente à leur théorie, mais c'est ça dont il faut, à mon avis, prendre conscience. Et l'autre point, c'est l'avenir de cet univers. Cet univers continue effectivement à créer des étoiles, à créer des mondes, mais tout en se dilatant, nous savons que les astres ont une durée de vie limitée. Notre Soleil, par exemple, est promis à vivre 4 milliards d'années. Nous avons donc, et une loi implacable régit notre univers matériel, qui est le deuxième principe de la thermodynamique, loi implacable qui dit que tout ce qui est organisé doit à un moment donné se désintégrer, se disperser et devenir poussière. Et alors on peut se demander si notre univers n'est pas promis à une date que nous ne pouvons concevoir, à une sorte de dispersion finale et muette, c'est-à-dire, comme disait le poète Eliot, l'univers mourra dans un chuchotement, et whisper, un chuchotement. Donc, voilà, dans cet univers dans lequel nous sommes. Bien entendu, d'autres supposent que cet univers se recontractera à nouveau de façon quasi nietzschéenne dans une sorte d'éternel retour et que des univers qui se dispersent se reconcentrent et ainsi de suite. Nous ne savons rien et là encore nous sommes dans cette incertitude incroyable à laquelle arrive notre connaissance et que nos moyens rationnels ne peuvent éclairer. Je suis sûr évidemment que bien des inconnus de notre univers seront connus grâce aux avancées scientifiques. Nous ne sommes. La science n'est pas arrêtée, n'est pas figée. Elle est, vous le savez, comme disons, nous le savons, il n'y a pas de théorie unifiée. Il y a une concurrence entre la relativité einsteinienne et la microphysique quantique et la théorie quantique. Enfin bref, cet univers, nous n'aurons pas... et peut-être il est inutile de chercher son unification. Il conserve beaucoup d'inconnus. Certains inconnus seront livrés, c'est-à-dire des énigmes seront dénouées, mais des mystères fondamentaux resteront parce que notre esprit, notre rationalité, notre cerveau ne peuvent concevoir.
Alors, cela étant dit, allons à ce que Pascal pensait l'infiniment petit. Et là aussi, il n'y a pas d'infini. Il n'y a pas d'infini puisque la microphysique nous montre effectivement une sorte de micro-univers très particulier qui ne ressemble pas au nôtre. Pourquoi ? Mais parce que là aussi, vous avez des caractères étonnants qui défient notre rationalité, notre logique. La particule élémentaire, l'élément premier de notre univers microphysique, selon les conditions, se présente tantôt comme une onde immatérielle, tantôt comme un petit corpuscule qui, lui, est doté de consistance matérielle. Autrement dit, il prend deux aspects absolument antinomiques et contradictoires. Et dans ces conditions-là, en plus, vous savez que les objets ne sont pas des objets, c'est-à-dire on ne peut pas calculer à la fois la vitesse et la position d'une particule. Et l'expérience d'aspect, qui est très très importante, a montré que le temps comme l'espace n'ont pas grand sens dans cet univers. Pourquoi ? Parce que deux particules qui ont déjà interagi dans le passé, même s'ils se trouvent distantes de millions de kilomètres, ces deux particules sont en rapport l'une avec l'autre, elles interagissent. Autrement dit, tout se passe comme dans cet univers, notre temps, notre espace n'existe pas. Et alors, c'est ici qu'il faut quand même faire appel à la conception de l'émergence. Cette conception, à mon avis, capitale, disons, concernant tout système organisé. Qu'est-ce que c'est que l'émergence ? L'émergence, ce sont les qualités qui apparaissent au niveau d'un tout et qui n'existent pas au niveau des parties qui le constituent. Bon, prenez par exemple la bactérie ou l'être vivant. L'être vivant a des qualités comme l'autoreproduction, l'autoréparation, des possibilités cognitives, la capacité de s'alimenter, etc., qu'aucune des macromolécules qui constituent la bactérie n'a. Et nous-mêmes, nous sommes constitués de ces macromolécules, mais grâce à l'organisation vivante, nous avons un certain nombre de qualités, de propriétés. Alors, est-ce qu'on ne peut pas se demander si l'espace et le temps ne sont pas des émergences, c'est-à-dire des qualités propres à l'univers, qu'elles n'existent que par rapport à l'univers. Et justement, puisque avant cet univers, ce vide, n'a pas ni temps ni espace, et que le monde microphysique lui-même dénie ces lois d'espace, nous avons un univers d'espace-temps qui est profondément immergé dans ce micro-univers qui est en chacun de nous et où il n'y a pas d'espace et de temps. Donc, voilà ce problème. Et on arrive aussi à cette idée que, comme cet univers microphysique est partout, on peut dire que l'infiniment petit est lui-même infiniment grand. C'est-à-dire que de même que notre univers était tout petit à l'origine est devenu grand, l'univers microphysique qui semble tout petit dans les expériences locales, bien, il est présent partout, dans tout, comme soubassement à notre univers, comme enveloppement de notre univers, et comme peut-être faisant partie de ce vide primordial. Donc voilà cette chose étonnante, ce paradoxe auquel nous arrivons dans l'univers, et avec cette idée que tout ce qui constitue, est très importante,
que le tout a des qualités qui n'ont pas les parties, qui est une idée clé, si vous voulez, pour tout système organisé, pour bien entendu la société, pour nous-mêmes, pour tout. Le tout est plus que la somme des parties, mais aussi il est moins que la somme des parties, c'est-à-dire que les parties ont des qualités et des propriétés qui sont réprimées ou inhibées par le tout. Comme par exemple, nous avons, nous, des pulsions, des besoins, des aspirations que nous ne pouvons pas réaliser parce que la loi sociale nous empêche de la réaliser, soit qu'elle soit déviante, soit qu'elle soit criminelle. Donc, voilà, nous sommes dans cette situation très, très curieuse. Alors, ce qu'il y a maintenant d'intéressant, c'est que non seulement nous sommes des parties minuscules dans ce tout gigantesque, mais on peut dire aussi que, non, que le tout est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a compris depuis peu de temps, c'est que le cosmos est à l'intérieur de nous. Comment et pourquoi? Tout d'abord, si vous voulez, on peut comprendre que nous autres humains, nous soyons en même temps des primates, en même temps des mammifères, en même temps des vertébrés, que dans le fond, nous sommes les produits d'une évolution dont les éléments sont en nous, puisque nous sommes nés de cellules, et que des cellules ont créé des polycellulaires, donc nous avons la vie en nous. Mais cette vie, comme je l'ai dit, et cette organisation vivante est constituée uniquement de matière physico-chimique, de macromolécules, qui sont des unions de molécules, qui sont elles-mêmes des associations d'atomes, lesquelles sont des associations de particules, et nous revenons à cet univers microphysique, mais en même temps à toute son histoire, puisqu'il a fallu que les atomes, par exemple, de carbone nécessaires à la vie, soient fabriqués dans une étoile, dans un soleil antérieur au nôtre, par la rencontre immédiate de 3 noyaux d'hélium. Donc, si vous voulez, sans que nous le sachions, nous avons toute l'histoire de l'univers en nous, et nous avons tout l'univers microphysique en nous. Alors, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire, bien entendu, je le répète, les limites cérébrales de nos capacités cérébrales, les limites de nos capacités rationnelles d'être humain. Mais ça signifie que nous participons, sans le vouloir, et que nous devons le vouloir consciemment, que nous participons à l'aventure de l'univers. Alors, bien entendu, tout d'abord, nous participons à cette aventure qui a créé, parmi les myriades de systèmes solaires, sur une petite planète où certaines conditions étaient favorables, cette aventure de l'univers a ce rameau particulier qui est l'aventure de la vie. Et cette aventure de la vie a été d'une créativité extraordinaire, créant le monde végétal, lequel lui-même a pu créer des véritables centrales de captation de l'énergie solaire pour développer le monde végétal. Donc nous avons cette créativité qui a fait les ailes des papillons, qui a fait le système digestif, qui a créé le cerveau, qui a créé cette diversité inouïe de la vie. Nous participons à l'aventure de la vie.
Mais cette aventure de la vie et cette aventure humaine, elle-même participe à l'aventure de l'univers. Donc, ce qui est très intéressant à ce moment-là, c'est de considérer que l'humanité a une histoire, bien entendu, une préhistoire et une histoire, mais que toute cette préhistoire et cette histoire, c'est une aventure incroyable. On peut penser, par exemple, que quand on considérait les primates, on peut considérer comment certaines lignées ont commencé justement à partir de transformation au moment de la reproduction, un processus de redressement de la colonne vertébrale. Et ce processus de redressement de la colonne vertébrale qui conduit à la bipédisation, lui-même conduit à la transformation de la quadrumanie en bimanie et libère la main et rend le cerveau, la tête, beaucoup plus disponible, et le développement du cerveau. Donc, voici une aventure qui commence dans le monde des primates et que l'humanité va continuer à sa façon à travers ce jeu. Et cette aventure, elle est aléatoire. L'univers, sans arrêt, des étoiles meurent, se créent, se tamponnent. Dans notre histoire, sans arrêt, des civilisations sont nées, se sont épanouies, se sont déployées, se sont dégradées, se sont mortes. Nous avons l'équivalent, si vous voulez, sur le plan humain, de ce côté aléatoire et aventureux. Notre histoire humaine est une aventure avec des échecs, des régressions, des progressions. Et nous sommes à un point extraordinaire de l'aventure humaine, puis au moment où coïncide en quelque sorte, la crise planétaire née du problème écologique, c'est-à-dire ce que le rapport Meadows a bien exposé, c'est-à-dire pas seulement la dégradation de la biosphère, mais c'est que cette dégradation conduit à la dégradation de notre civilisation, puisque la pollution des eaux, des rivières, des océans, où nous puisons du reste une partie de notre alimentation, la dégradation de l'air des villes, les pollutions urbaines, les pollutions rurales avec l'agriculture industrielle, tout ceci donc que nous sommes arrivés à un point critique dans l'histoire à la fois de la planète comme être physique, biologique et comme être humain. Donc, et cette crise extraordinaire provoquée, unique dans l'histoire humaine, provoquée par le déferlement techno-économique lui-même, provoquée par le déferlement d'un profit insatiable, que tout ceci, effectivement, nous menace et nous n'avons pas encore trouvé les véritables moyens de réveiller. Et qu'au cœur de cette crise écologique, une autre type de crise, c'est-à-dire crise peut-être politique et sociale, due aussi au fait que depuis quelques décennies, toutes les régulations démocratiques sont elles-mêmes en cours de dégradation, qu'il y a une crise de démocratie, qu'il y a une puissance hégémonique du pouvoir, du profit sur toute la planète, et que ceci conduit là aussi à des désordres. Et du reste, la pandémie actuelle nous a montré que la mondialisation techno-économique créée d'innombrables interactions a été incapable de créer un minimum de solidarité, puisqu'au cours de cette pandémie, nous voyons les États se replier sur eux-mêmes et chacun avoir une politique égocentrée du point de vue sanitaire, du point de vue vaccin, etc. Donc, nous avons une deuxième crise qui surgit c'est la pandémie qui elle-même est une crise universelle, c'est-à-dire elle concerne chaque individu et elle concerne toute l'humanité.
Et, elle n'est pas seulement sanitaire, elle concerne la vie psychologique de chacun, elle concerne son travail, elle concerne son mode extroverti, de sortir pour aller au travail, au restaurant, au bistrot, etc. Elle concerne les relations de couple et les relations de famille. Elle concerne évidemment le travail que l'on perd ou que l'on peut retrouver. Elle concerne l'économie d'une société, l'économie mondiale. Elle concerne effectivement toutes les composantes de ce qui constitue la vie et l'humanité. Donc, nous sommes aussi à un point culminant de l'aventure humaine. Et je crois, si vous voulez, que ce qui est important de nos points de vue actuels, c'est cette double conscience. La première conscience, c'est que nous sommes dans une aventure. Nous ne sommes pas dans un monde linéaire. Nous ne sommes pas dans un monde où la technique elle-même progresse en faisant un progrès social et moral. Nous voyons une disjonction totale entre le progrès technique et le progrès moral et même le progrès intellectuel. Nous sommes donc au cœur d'une crise, d'une aventure. Et cette aventure-là, nous devons savoir que nous ne pouvons pas la détacher de l'aventure de la planète Terre, et que cette aventure de la planète Terre elle-même, elle est liée à l'aventure cosmique. Mais très concrètement, nous avons cette question écologique fondamentale qui d'ailleurs nous montre que nous savons que nous sommes des êtres à la fois sociaux, individuels et biologiques. Nous ne devons pas oublier cette nature biologique qui elle-même nous relie à l'ensemble de la vie et donc à l'ensemble de l'univers. Ça, c'est cette conscience qui doit du reste nous permettre aussi d'essayer de surmonter la crise écologique. La deuxième chose, c'est que la prise de conscience du caractère aventureux de l'histoire humaine est une chose qui nous amène à être absolument vigilants par rapport aux risques énormes que nous courons, qui n'ont pas seulement liés à la multiplication des armes nucléaires, aux crises de multiples qui provoquent des régressions mentales, des fanatismes, des tueries, à l'absence au vide de pensée qui s'est créé depuis quelques dizaines d'années. Nous avons donc un problème à régler dans cette aventure. C'est peut-être, si vous voulez, là, un des points finaux dans lesquels nous arrivons à partir de la considération de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Merci Edgar. Je ne sais pas comment Stéphanie a vécu ce temps. Pour moi, il a été très intense parce qu'à la fois, vous nous invitez à un formidable voyage. C'est en abordant la complexité et en recontextualisant les multiples crises que nous traversons dans l'espace et l'univers, en fait, vous élargissez de manière absolument considérable notre pensée et d'une certaine manière, vous arrivez à nous faire rêver sur des sujets qui peuvent être plutôt anxiogènes, qui peuvent être difficiles. Donc vous nous invitez à un voyage et ce voyage nous invite à la curiosité, à l'ouverture d'esprit et à l'échange. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous nous émerveillez de tout, vous nous émerveillez de beaucoup de sujets, vous nous donnez envie d'aller explorer, de découvrir, d'échanger, d'interagir, donc finalement contribuer au complexe, cet univers complexe. J'espère que nous aurons l'occasion encore à l'avenir d'échanger sur tous ces sujets qui font que vous arrivez à lier des choses que nous ne lions pas. Voilà. Vous nous faites faire des liens là où nous ne les voyions pas. Et ça, je pense que c'est le propre de la pensée complexe et c'est le propre de ce qui vous passionne. Merci pour cela. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre attention et
J'espère. Et nous avons enfin réussi cette rencontre. Oui, Voilà. merci. Nous avons dépassé le complexe. Merci à vous. Un grand merci à vous. Il y a toute l'équipe. Oui, il y a Sabah qui a Voilà. vraiment beaucoup œuvré, que j'ai beaucoup ennuyé, la pauvre Sabah. Je suis désolée. Au revoir Stéphanie. Merci, au revoir.